D'abord, il y a une précision à faire. La filière franco-arabe, c'est le lycée et le collège. À l'université, on parle du département de langue arabe. Il n'est pas question de fermer la filière arabe à l'université. Il n'en a pas été question, il n'en sera pas question. On avait dit simplement pour des raisons pédagogiques. La première année, on n'aurait pas orienté des boursiers de l'État jusqu'à ce qu'on revoie ces questions pédagogiques. Mais par contre, les deuxième, troisième années poursuivent leur scolarité. Et les élèves admis au bac version langue arabe, en fait franco-arabe, peuvent s'orienter dans toutes les autres filières en lien avec leur profil bac. Mais dans tous les cas, nous avons discuté avec les principaux concernés, le secrétariat général des affaires religieuses, la Ligue islamique. Nous sommes en voie de trouver une solution sur la base de certaines dispositions dont ils auront la responsabilité. Vous savez, quand j'ai été nommé à la tête de ce département il y a 10 mois par le président de la République, j'ai eu à discuter, à comprendre comment fonctionne ce département. Déjà en venant ici, tout le monde disait que l'éducation nationale a des problèmes. La qualité n'est pas bonne. Le président l'a résumé en un mot. L'éducation guinéenne est malade. Et donc, ça dit qu'il faut la soigner. Donc, j'ai eu connaissance de tous les documents. J'ai fait un tour dans toutes les institutions publiques du pays et je me suis rendu compte qu'il y a vraiment problème et qui fait que la qualité de notre enseignement aujourd'hui n'est pas acceptable. Déjà, nous avons commencé avec la biométrisation des étudiants, c'est-à-dire pour connaître l'effectif. Vous savez, vous ne pouvez pas déployer un programme, vous ne pouvez pas déployer une formation sans maîtriser les effectifs. Parce que dans l'enseignement, c'est ce qu'on appelle des groupes pédagogiques. On se dit, je veux créer une faculté de physique. Ok, en première année, il y a combien de personnes? Ok, s'il y a combien de personnes, il faut combien de profs de tel niveau pour ce programme? Quel type de laboratoire dont nous avons besoin? Les travaux pratiques. Et tout cela, tu ne peux pas le faire sans maîtriser les effectifs. Donc nous avons commencé déjà avec Gamal. Et puisque c'est la rentrée, dès après la rentrée, nous allons continuer le processus dans les autres universités. Nous sommes en train de travailler sur le programme de 1000 PhD, 5000 masters, parce que c'est pour faire face au manque d'enseignants que nous avons dans le système. La plupart des enseignants de rang magistral, ils ne représentent que 10% du corps professionnel, sont très vieux, même à la retraite. Donc il y a un risque que d'ici quelques années, il n'y ait pas d'enseignants de qualité. Déjà, ils ne sont pas nombreux. Et nous avons moins de 20% des enseignants qui ont le PhD. D'où ce programme-là, qui a été initié d'abord par mes prédécesseurs et que nous allons continuer. Il y a aussi les infrastructures. La dernière fois, nous avons fait une projection pour montrer les universités que nous voulons reconstruire, dont Symphonia, dans un premier temps, l'AB, Cancan et Zérekoré, et les autres vont suivre après. Donc il y a ces programmes-là également aussi en cours. Il y a aussi des programmes envers les étudiants. Comment faire en sorte qu'il y ait adéquation entre formation et emploi. Donc nous avons commencé des discussions avec le secteur privé pour que ce secteur privé s'implique dans la formulation de certains programmes. Et nous sommes aussi en matière de gouvernance en train de changer les textes, notamment la création de directions générales, la création de l'autorité nationale d'assurance qualité pour définir toutes les normes et mieux assurer le contrôle de ce qui se fait dans nos universités et aussi l'autorisation d'ouverture des universités. C'est un peu long, je ne pourrais pas m'étaler, mais c'est les principales mesures que nous sommes en train de mettre en place. Pour cette année 2016, nous avons, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner la plateforme d'orientation en ligne qui fait toute la différence parce qu'avant, c'était l'orientation papier. Et là, il y avait assez de problèmes pour orienter les étudiants de façon efficiente. Mais depuis l'année dernière, on a commencé avec la plateforme Joliba que nous avons changé en plateforme Gupol. À date, nous avons sur 36 000, je crois, 700 admis au bac. Nous avons plus de 36 000 déjà inscrits sur la plateforme et orientés dans les différentes institutions d'enseignement supérieur. Donc, c'est dire l'efficacité qu'il y a. En moins de 10 jours, nous sommes arrivés à ce résultat. Alors qu'avec la version papier, ça nous aurait pris des mois et des mois avec tous les problèmes que cela se comporte. Donc, c'est une innovation que nous allons continuer pour les années à venir. Vous savez, les réformes, aucune réforme au monde ne fait que des erreurs. Il y a toujours des gens qui se rendent compte de les réformes. C'est la nature humaine.
Il y a des intérêts de part et d'autre que certains veulent préserver. Mais dans le moyen terme, ils se rendront compte que ces réformes ne sont pas dirigées contre une institution ou une autre. Non, c'est dans l'intérêt général, dans l'intérêt du pays et pour développer le pays. Parce que sans une éducation de qualité, il n'y a pas de développement, comme je le dis très souvent. Et ensuite, nous ne sommes pas contre le privé, au contraire. Nous faisons en sorte que le privé puisse s'épanouir dans un environnement que nous construisons ensemble. C'est l'objectif. Et je l'ai dit très tôt dès ma prise de fonction. Il ne faut pas faire du privé le bouc émissaire des problèmes dans notre système d'enseignement. L'État est le premier responsable. Parce que c'est nous qui avons mis en place toutes ces structures-là. Donc nous travaillerons avec le privé aussi. Le privé a sa place et je pense que si nous travaillons intelligemment ensemble, on pourra tous apporter, en tout cas chaque partie apporter sa contribution au développement du secteur de l'éducation. À mon avis, ce n'est pas légal parce que les raisons ne sont pas fondées. Si l'État décide de ne pas orienter dans une certaine filière des étudiants, c'est le droit de l'État, puisque c'est l'État qui paye. Vous voulez envoyer votre enfant dans une université par rapport à une autre, vous avez le choix. Donc l'État a décidé de ne pas orienter dans les filières médecine, aussi bien au public comme au privé. Vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un en médecine ou en pharmacie ou en odonto sans que tous les instruments pour une meilleure formation dans ces filières ne soient en place. Demandez à tous les étudiants. Ils disent qu'ils font la médecine sans aller dans un laboratoire, sans faire des travaux pratiques. En odonto, il n'y a pas de fauteuil dentaire. Quelle formation vous voulez donner à quelqu'un dans ce domaine? C'est un crime quelque part, puisqu'on entend par-ci par-là, des gens sont morts dans les hôpitaux ou meurent tout le temps dans les hôpitaux. Le taux de mortalité dans les hôpitaux est très élevé dans la sous-région. Très récemment, c'est une journaliste qui est morte de façon banale, parce que la personne qui l'a soignée n'avait pas la qualification adéquate. Donc en tant que responsable, c'est notre devoir de s'assurer que nous donnons une formation de qualité dans cette filière-là. Nous n'allons pas envoyer pour faire plaisir à des gens, non. Il faut que tous les équipements soient en place, les professeurs, en tout cas en quantité, il y a de très bons professeurs, mais ils ne sont pas en nombre suffisant et il n'y en a pas de laboratoire. Donc tant qu'on n'aura pas ces structures en place, ce sera difficile d'orienter des gens dans cette filière-là. Concrètement, c'est d'abord mettre en place tous les outils pédagogiques, comme je le disais tout à l'heure. Les équipements, par exemple, le labo. Là, vous avez vu, je viens discuter avec un spécialiste de ce domaine-là. Nous anticipons. Nous voulons trouver les ressources nécessaires pour équiper l'école de médecine en laboratoire. Et d'ailleurs, dans la réforme qui est prévue, l'école de médecine, pharmacie, odonto sera transformée en école des sciences médicales pour prendre en compte l'ensemble des besoins du secteur et même aussi former des infirmiers d'État dans cette filière-là. Et aussi dans les filières ingénierie chez eux, parce que nous avons de la place chez nous orientée. Donc ce n'est pas légal et il ne faut pas oublier qu'ils ont l'obligation de service public, puisqu'il y a une délégation de service public que l'État a fait. L'État paye. Nous avons un contrat qui est là, qui est très clair, et je pense que chacun doit respecter le contrat. Nous allons bien sûr discuter comme d'habitude, mais il y a les voies légales qui sont là, qui sont disponibles, que nous allons utiliser.